Welcome to everyone to this webinar today. Merci, bienvenue à tous à ce webinaire d'aujourd'hui. C'est un honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur les femmes, le tabac et les droits humains. Nous le tenons pendant le CSW, l'organe principal intergouvernemental qui est dévoué à la promotion de l'égalité des genres et l'habilitation des femmes. Cet événement est parrainé par H, le réseau international pour les femmes contre le tabagisme, l'Alliance contre le tabac de la France et le plan d'action féministe et du mouvement des femmes. Aujourd'hui, nous allons entendre des intervenants, notamment ceci, l'industrie du tabac gère donc dans le domaine des femmes et comment s'engager dans les plateformes mondiales conçues pour cet objet. Avant de commencer, j'aimerais encourager tous ceux qui sont ici aujourd'hui de rejoindre le forum sur la commission sur le statut des femmes. C'est l'organe principal intergouvernemental exclusivement dévoué à la promotion de l'égalité des genres et l'habilitation des femmes. Vous pouvez enregistrer gratuitement pour plus de 700 événements qui sont donc assistés par des ONG de part et d'autre du monde, et beaucoup de séances seront sur la santé et les droits des femmes. Et donc, après cela, vous pouvez vous signer sur FWMAP. Vous pourrez accéder aux liens pour vous enregistrer en cliquant sur les liens, les logos sur les PowerPoint qui seront disponibles après le webinaire, ou bien avec le courriel de suivi que vous allez recevoir après le webinaire, quelques détails logistiques. Le webinaire a une interprétation simultanée français-anglais. Veuillez utiliser l'icône en bas de l'écran pour choisir votre langue. Pour les questions, il y aura beaucoup de temps pour les questions. Vous pouvez les insérer dans la boîte questions-réponses. Vous pouvez les diriger à un intervenant précis. Vous pouvez les écrire en anglais ou en français. Alors, bienvenue au premier intervenant, Patricia Lambert, qui est directrice du Consortium international légal à la campagne pour les enfants libres de tabac. Elle est membre du conseil INWAT. Elle va présenter INWAT. Patricia, à vous. Merci Laurent et salutations à tout le monde, où que vous soyez au monde. Merci pour nous avoir rejoints. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour un événement si important, parallèle aux événements qui sont diffusés au niveau international de New York. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, INWAT, en tant qu'organisation, a été fondée en 1990. Il s'est agi d'une organisation fondée au début par les leaders du contrôle du tabac des femmes qui se sont rendus compte que les femmes n'avaient pas une représentation égale quand il s'agissait de parler du tabac et du tabagisme. Elles ont donc formé une organisation d'adhérents afin d'aborder la question complexe de l'utilisation de la nicotine, du tabagisme parmi les femmes et les filles. L'organisation a atteint un statut d'observateur officiel avec l'OMS et aussi avec la conférence des parties à l'OMS SCTC. Cela a voulu dire qu'entre 2000 et 2003, quand la convention cadre de l'OMS sur le contrôle du tabagisme a été négociée à Genève, les femmes au nom d'INWAT et d'autres organisations de femmes ont participé activement aux négociations. Prochaine diapo. Cela est reflété dans le projet final du traité du tabac, la convention du tabac. Le traité fait référence à CEDAW et fait attention à la consommation accrue par les femmes et les filles des produits du tabac et le besoin pour la participation des femmes dans la formulation des politiques et le besoin pour des stratégies de contrôle du tabagisme axées sur le genre. Cela est capturé dans la préambule et dans les principes directeurs. Il y a une reconnaissance qui est très importante, que ce n'est qu'avec un engagement politique renforcé au contrôle du tabagisme que l'on mettra fin à l'épidémie du tabac. Mais cela comprend une référence directe aux risques axés sur le genre dans l'élaboration
des stratégies de contrôle du tabagisme. Cette volonté politique est nécessaire non seulement pour le contrôle du tabagisme, mais pour assurer que les femmes demeurent au cœur du contrôle du tabagisme. Et puis, les principes directeurs dans l'article 4.7, la participation de la société civile est essentielle pour la mise en œuvre du traité, et cela, bien sûr, comprend les organisations des femmes. Prochaine diapo. La mission de INWAT est d'offrir des contacts et un savoir-faire à des organisations de part et d'autre du monde pour contrer les publicités, la promotion dirigée aux femmes et aux filles et de soutenir la prévention et la cessation, enfin les programmes axés sur les femmes parce que les programmes conçus pour les hommes ne sont pas toujours adaptés aux femmes. En plus, de cela, INWAT publie des articles et des livres sur les questions de contrôle du tabagisme sur les femmes, les filles, et décerne des prix aux femmes qui dirigent les efforts de contrôle de tabagisme au niveau national et international. Et vous allez voir là, à gauche, une image de la dernière publication qui a été publiée en novembre 2020. Il y aura une autre publication en mai de cette année. Prochaine diapo. Tous ces efforts de INWAT ont été mis sur l'estrade mondiale à cette conférence mondiale sur le tabagisme et la santé en Afrique du Sud. Il y a eu un équilibre du genre pour les présentateurs et cela inclut un stream sur l'équité qu'on avait demandé depuis des années. Et puis, la conférence a fait appel à davantage d'engagement des hommes dans cette lutte et pour les femmes et un appel pour davantage d'engagement des agences de contrôle du tabagisme mainstream. Et pour vous donner une mise à jour de 2021, Margaretha Haglund, qui était la présidente d'INWAT de 1997 à 2006, a continué d'exercer une pression pour qu'il y ait donc une perspective du genre sur le tabac des femmes dans la région de l'Europe. Et il y a une indication là que notre travail n'a pas encore été terminé parce que les constats du rapport fait que bien que le tabagisme des femmes décroît en général, le taux descend plus lentement pour les femmes que pour les hommes. Et dans certains pays, il est alarmant de noter que les femmes fument plus. Cette adresse inwat.org est sur l'écran. Veuillez nous contacter. À vous, Laurent. Merci beaucoup, Patricia, pour cette présentation, cette introduction et pour signaler ce rapport important qui montre que dans la région de l'Europe, nous n'allons pas accomplir la cible d'une réduction de 30% en 2025 pour les femmes. Cela est alarmant, à mon avis, puisque nous sommes au XXIe siècle. Le prochain intervenant est Kelsey Ramira-Stopi, qui est la directrice, la directrice juridique chez H. Elle va parler pourquoi le tabac est une question de droit des femmes et ce que nous pouvons faire pour y remédier. Kelsey, à vous. En fait, à SH, je voulais parler de pourquoi le tabac est une question de droit des femmes. On peut beaucoup dire à cet égard, mais nous avons beaucoup d'intervenants de bonne qualité ici. Alors, veuillez poser vos questions ou bien nous contacter. S'il s'agit premièrement d'une question de droit de femmes, mais il faut reconnaître en premier que c'est une question de droit des hommes ou droit humain. Pourquoi? Toute personne a droit à la vie, à la santé. Les gouvernements ont le devoir de faire respecter ces droits. Nous parlons du gouvernement, pas de la société. Les gouvernements ont donc le devoir de protéger leurs citoyens contre l'industrie du tabac et les méfaits du tabac. Et s'ils ne le font pas, des recours juridiques sont disponibles au niveau international, régional et national. Les traités dont on parle aujourd'hui est la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Normalement, on parle de CEDAW. Si le tabac et le tabagisme est une question des droits humains, il est logique que ça soit aussi une question des droits de femmes. CEDAW a été adopté en 1979 par l'Assemblée générale de l'ONU. Normalement, ce traité est décrit comme
une déclaration des droits des femmes internationale. Ça a été ratifié par 189 pays. Les États-Unis n'est pas un signataire, comme d'habitude. Ils sont signataires, mais n'ont pas ratifié. À part les États-Unis, il y a 4 ou 5 pays qui n'ont pas ratifié CEDAW. Peut-être que vous dites que c'est merveilleux, mais comment est-ce que cela a une pertinence pour le tabagisme? CEDAW a plusieurs articles donc pertinents pour la santé. Dans la préambule, il y a une déclaration que dans des situations de pauvreté, les femmes ont le moins d'accès aux aliments, à la santé, à l'éducation et aux opportunités de formation. Il y a donc l'article 10H qui comprend une discussion de l'accès aux informations éducatives. Et quand nous traitons de l'industrie du tabac, il est très important que les gens aient une éducation adéquate. Et l'article 11F inclut le droit à la protection de la santé et à la sûreté dans les conditions de travail. C'est beaucoup de cas où les femmes sont exposées à la fumée secondaire. L'accès affecte les femmes de plusieurs façons, mais je vais me concentrer sur certains aspects. Et ces impacts négatifs sont premièrement sur les droits à la santé. L'industrie du tabac entre dans les pays où les femmes acquièrent plus de pouvoir ou de droits et donc cible un peu l'idée de l'indépendance des femmes. Vous voyez dans ces publicités, ces annonces, Virginia Slims, l'égalité vient sans qu'il y ait de ficelle, de tablier d'attaché. Il y a beaucoup de références au monde occidental. En bas, vous voyez qu'on évoque que c'est conçu à Paris. Alors, c'est supposé être très glamour, très moderne. Avec cela, il y a un lien au poids des femmes qui est souvent lié aux femmes. Et c'est en 2018, 16% des contributions caritatives de Philip Morrison est allé à l'accroissement du pouvoir des femmes. Et c'est dans les pays autour du monde, l'Argentine, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, Israël, Jordanie. Ils dépensent beaucoup d'argent faisant de la publicité aux femmes en particulier. La prochaine question dont je voulais vous parler, c'est le tabac, les femmes et la pauvreté. Cela a un effet négatif sur les femmes. Le tabac coûte jusqu'à un grand pourcentage du PIB, mais il faut parler aussi des finances ménagères. Par exemple, les foyers à Bangladesh ont dépensé 10 fois plus sur le tabac que sur l'éducation. Au niveau pays, 10,5 millions, plus de 10,5 millions de personnes malnutries pourraient avoir un régime adéquat si on dépensait cet argent sur la nutrition. La pauvreté accroît aussi la probabilité de violence domestique. C'est une mauvaise situation de plusieurs façons pour les femmes. Et puis, il y a la fumée secondaire ou passive. Souvent, les femmes sont les victimes à cette fumée passive, plus que les hommes. 64% des décès mondiaux dus à la fumée passive sont les femmes. Même des femmes qui ont la chance de ne pas mourir, souvent, elles ont affaire à des questions sérieuses de santé, attaque cérébrale, infarctus, cancer des poumons, mais aussi cancer du col de l'utérus, l'infertilité et les avortements naturels donc précoces. Donc, la fumée passive est un grand problème. Alors, ce sont des problèmes terribles. Que pouvons-nous faire en tant que défenseurs et militants? On va vous donner dans les autres interventions des exemples, des dommages contre les femmes et ce que vous pouvez faire. Cela est une vue globale. Mais si votre pays est sur le point de soumettre un rapport, vous pouvez soumettre un rapport parallèle à CEDAW, incitant le comité à faire des efforts pour les droits internationaux et le tabac, les droits des femmes. Vous pouvez encourager les militants des femmes et les organes des traités des droits de l'homme d'inclure le tabac dans leur travail. Et quand vous soumettez ce rapport, vous pouvez faire une déclaration orale. Nous avons des formats pour les rapports sur notre site web H et je serai ravie d'en parler davantage avec
toute personne intéressée. Voici le niveau international. Mais au niveau local, que peut-on faire? Nous pourrons utiliser le langage des droits de l'homme. Souvent, les fumeurs ne pensent pas à eux-mêmes comme des victimes des droits de l'homme. C'est ce que nous voulons encourager, une discussion de oui, il s'agit d'un abus des droits de l'homme. C'est un langage qu'il faut commencer à inclure quand on fait notre plaidoyer auprès des gouvernements locaux. Il faut utiliser ce langage pour persuader les décideurs de prendre des actions. Aussi, je voulais signaler que nous voulons ventiler rompre les silos. Nous voulons que les femmes, donc les personnes qui défendent les droits des femmes parlent du tabac et vice-versa. Nous voulons donc établir ces liens et rompre ces barrières. Cela est illustré par ce diagramme intersectionnel. Nous avons commencé à préparer beaucoup de ces rapports chez H. Il y a des intersections. La COVID-19 a illustré tant d'iniquités sanitaires dans tant de pays. Nous faisons un travail sur le menthol chez H aux États-Unis qui a un impact sur les personnes de couleur. La COVID-19 a affecté les personnes de couleur négative, le menthol aussi. Alors, à chaque fois qu'on parle des droits de l'homme, on va être sûr de faire tous ces liens parce que rien n'existe dans un silo. J'ai parlé des formats pour les rapports CEDAW et nous avons plusieurs autres ressources sur notre site web. Nous essayons de garder cela autant à jour que possible, de sorte à ce que toute personne qui soit intéressée à cette intersection des droits de l'homme et le tabac puisse y accéder. Nous avons de nombreux articles et beaucoup d'informations. Veuillez aller voir ce hub. Je voulais aussi vous indiquer d'autres ressources sur lesquelles je dépends, qui sont récemment publiées aussi et qui sont fantastiques. Le GGTC, le document sur les femmes dans l'industrie du tabac, le tabac déloyal, nos partenaires en Allemagne ont eu un article merveilleux quant à pourquoi les femmes ont besoin du contrôle du tabac. Et il y a un lien, un rapport que nous avons réalisé avec nos partenaires en Suède comme soumission au comité des droits des femmes. Nous avons fait cela récemment. C'est notre soumission la plus récente à CEDAW. Veuillez donc parcourir cela et vous pouvez toujours me contacter avec des questions. Je vous remercie énormément. Merci, Kelsey. Notre prochain intervenant est Dr. Mira Aghi de l'Inde. Elle est scientifique du comportement, experte de communication. Elle est membre du conseil du réseau du contrôle du tabac et des droits de l'homme, et aussi avec INWAC. Elle a fait un travail sur les BD, les rouleurs de BD. Allez-y, s'il vous plaît, Mira. Mira, je ne sais pas si vous êtes en sourdine, peut-être, on ne vous entend pas. Mira est en sourdine. Un énorme merci. Merci, Laurent. Je veux saluer ces femmes en Inde. Prochaine diapo. Ça, c'était la boutique BD typique que vous allez voir en Inde, dans les zones rurales et autre part. En Inde, le tabagisme est principalement la consommation de BD. Le BD est en fait la cigarette du pauvre et c'est fumé par 81%, c'est-à-dire soit environ 72 millions de personnes. Les producteurs de BD, 90% des rouleurs de BD sont des femmes. Elles restent assises en position accroupie toute la journée. En plus de rouler des BD, elles s'occupent de la maison. Cela se fait à la maison. Les revenus sont d'environ un peu plus de $2 par jour. À vous. Prochaine diapo, pardon. Le nombre de production de BD, le gouvernement indien estime que 4,45 millions de femmes et d'enfants roulent des BD. Les estimations des syndicats et des ONG sont plus proches de 10 millions. Sur ceux-ci, 75% de femmes et 25% sont des enfants, majoritairement des filles. Les enfants n'ont pas de structure salariale.
Ils sont les moins bien payés alors qu'ils font peut-être le meilleur travail parce que cela exige des mains très agiles pour faire ce roulement de bidi. Alors les filles font un très bon travail avec ce travail. Voici une photo de femmes roulant des bidi. Même chose, des femmes et des enfants occupés au travail du bidi. Là, pour la plupart, il s'agit de filles qui roulent des bidis. Maintenant, parce que à cause de la situation des femmes qui roulent des bidis et la perturbation créée par cela dans les esprits des autres personnes telles que les ONG, les personnels de santé ou les personnes qui sont impliquées dans la santé et tous ceux qui veulent du bien pour les enfants et les femmes, ils ont pensé aux alternatives pour des gagne-pains pour ces femmes. Néanmoins, aucun de ces travaux ne semble attirer les femmes. Nous avons pensé qu'il serait meilleur de demander aux femmes elles-mêmes ce qu'elles voudraient. Alors, par le biais d'un réseau pour le développement d'un gagne-pain participatif, j'ai travaillé avec le Dr Andrew Russell de l'université donc, au Royaume-Uni, l'université de Durham au Royaume-Uni pour les activités de recherche pilote l'année passée. Le projet a été financé par le Global Challenges Research Fund du Royaume-Uni et était administré par l'Académie des sciences médicales et le Christian Medical College en Inde. Le travail a été organisé en 4 rubriques: les circonstances des ouvriers du BIDI, les côtés négatifs. Tout cela vient des femmes et des enfants eux-mêmes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent travailler, les côtés négatifs et positifs de ce travail et quelles sont les alternatives. Cela a été fait avec une approche de recherche qualitative et nous avons utilisé des discussions, groupes de discussion avec 18 rouleurs de bidi en paire. Voici les résultats. Nous allons voir ce qu'ils disent sur leurs circonstances. Une femme a dit: « Je travaille 12 heures avec mon mari seul et je gagne 170 roupies par jour. C'est un peu plus de 2 dollars. » Un travailleur de deuxième génération enseigné par des parents qui ne pouvaient pas m'éduquer, j'ai dû abandonner l'école et apprendre à rouler des bidis. Il s'agit de femmes en fait qui s'expriment. Une autre femme a dit: « Trop de travail, moins de revenus et je suis toujours fatiguée. » La prochaine a dit: « Le travail donne un revenu régulier de 120 roupies par 1000 bidis. » Et prochaine dit: « Je veux que ce travail se termine avec ma génération dans la famille. » Une autre dit que l'industrie du BD est en déclin. Il y a donc peu de travail à plein temps. Elles ont beaucoup de préoccupations car on pense que l'industrie du BD est en déclin, car il y a eu beaucoup de dispositions introduites dans le pays, des impôts sur les BD, les conditions de fabrication des BD. Et donc, on a peur que cette industrie va continuer à être en déclin. Quels sont maintenant les résultats négatifs de cette industrie? Premier point négatif, évidemment, on craigne que cette industrie va continuer à baisser et qu'il y aura très peu de travail à temps plein. Et aussi, si la qualité est inférieure aux attentes, certains disent que l'argent est déduit si la qualité est inférieure. D'autres femmes disent: « Je me sens piégée dans ce travail. » Et la prochaine disent: « Je ne vais pas impliquer mes enfants dans ce travail. » L'autre dit: « Je suis obligée de travailler la nuit pour terminer le travail. » Et une autre encore dit: « Mes filles ont interrompu leurs études car il est difficile pour moi de le faire seul. » Maintenant, quels sont les aspects positifs? Certains disent que d'autres types de boulot sont lourds, difficiles
fournissent moins de revenus et sont inflexibles parce qu'ils ne peuvent pas le faire tout en s'occupant de la maison, car elles ne peuvent pas travailler à domicile comme elles peuvent le faire avec les BD. D'autres disent, nous regardons la télévision en roulant les BD et nous travaillons sur le ventilateur et il fait très chaud. Autrement, je pense que c'est une exception parce que je pense qu'il y a très peu de femmes qui ont des télés à la maison ou des ventilateurs aussi. Une autre femme dit, c'est un revenu régulier et je suis payée régulièrement. Dès que je finis, je suis payée. Une autre dit, pas besoin de voyager car en plus de rouler les BD, je peux faire les travaux ménagers et s'occuper de mes enfants. Une autre femme dit, quand le travail est fait, nous sommes payés tout de suite, il n'y a pas de délai, pas de retard. Une autre dit, il n'y a pas de commérage ou de querelle comme le travail à l'extérieur de la maison. Donc, elles ont l'impression que c'est un travail un peu plus facile, moins compliqué. Et une autre dit, je me sens en sécurité parce que je travaille à la maison, je n'ai pas besoin de voyager ou de me déplacer. Diapo suivante. Maintenant, quelles sont les alternatives? Une femme a dit, j'ai essayé de partir, de quitter, mais je n'ai pas pu trouver un emploi à cause du fait que je suis analphabète. Alors, je suis revenue. Une autre a dit, j'étais pigée dans ce travail parce que mon père disait qu'une personne qui utilise le poil n'a pas besoin d'éducation. Si tu apprends ce métier, tu auras de l'argent en main. Donc, j'ai appris ce métier très tôt dans ma vie et je l'ai toujours regretté. J'ai abandonné le travail de BD, elle a dit. Maintenant, je gagne plus d'argent en tant que tailleur et j'aime ça. Et ensuite, une autre femme encore a dit, d'autres emplois comme ceux de vendeuse vont interférer avec mon éducation. J'étudie à l'université et après avoir trouvé un bon emploi, j'arrêterai le travail de BD. Pour l'instant, elle fait le travail de BD, mais elle dit qu'après ses études, elle va donc quitter cet emploi. Qui aurait pensé que cette industrie toxique de fabrication de BD aurait aidé à contribuer aux frais de ménage pendant la pandémie? Beaucoup disent qu'il y a un chômage accru à cause de la pandémie, mais on parle en même temps de l'industrie toxique de BD, car il y a la poussière que ces femmes, les rouleurs de BD, auxquels ils sont exposés, mais ils disent en même temps que ceci a permis également de travailler pendant la pandémie pour à peu près 50 000 femmes dans la ville de Maharashtra, dont le travail est de rouler les BD et de nouer les BD. Pour eux, c'était vraiment quelque chose qui les a sauvés pendant la pandémie, surtout parce que leurs maris ont été beaucoup frappés par le chômage en période de pandémie. Merci. Thank you very much, Mira, for this, Merci, Mira, pour cette belle présentation sur la situation actuelle en Inde. We'll get back to the questions. Et nous allons revenir aux questions un peu plus tard. The next speaker is Ensuite, nous avons le Dr. Sung Young, qui est président du Conseil des femmes et un représentant de l'Alliance internationale des femmes. Elle va nous donner des exemples de comment nous pouvons créer des synergies entre les différentes plateformes mondiales qui abordent la question des droits des femmes et la lutte anti-tabac. Sun Young Yoon, ce sont vos diapositifs? Oui, oui, c'est bon. Très bien, merci. Allez-y, Sun Young. Merci à Ash et aux organisateurs pour cet événement. Ma contribution est axée sur le point de vue des activistes féministes, quelqu'un qui a participé au processus de Paris sur le changement climatique, le forum politique de haut niveau et aussi ce qui se passe maintenant à la Commission des Nations Unies sur le statut de la femme. Je crois, et
que nous avons une occasion unique maintenant avec 3 crises simultanées. Évidemment, la crise la plus proche maintenant, c'est la pandémie de la COVID-19, mais aussi l'urgence climatique et les problèmes significatifs d'inégalité que nous voyons maintenant. Je pense que nos stratégies pour les femmes, le genre et la lutte anti-tabac doit nous placer dans un contexte plus large. On doit se connecter avec les mouvements sociaux qui fassent partie de la santé publique, mais qui sont éparpillés dans différents endroits maintenant, pour l'instant. Donc, diapo suivante. Vous êtes sans doute au courant de cet argument mis à nu. La pandémie COVID a vraiment relevé toute cette violence pénible à l'égard des femmes. Donc, on parle de la deuxième épidémie. Et évidemment, les événements à Atlanta au cours de ces derniers jours ont souligné cette épidémie. La charge est disproportionnée pour les femmes en raison de leur rôle dans les soins non rémunérés et le travail à domicile. Aussi, crise économique avec perte d'emploi dans le secteur informel parce que les femmes sont souvent dans les secteurs informels et les services sans protection sociale. Et finalement, les inégalités qui ont été relevées, mises à nu parce que selon la race, le statut économique et culturel et même le statut écologique, les femmes font face à des inégalités, surtout avec les décès liés, surtout au niveau des décès qui sont liés à la COVID-19 et les maladies sous-jacentes. Les défis que je vois sont les suivants. Il faut changer nos perspectives et innover suffisamment rapidement et à grande échelle pour pouvoir aborder toutes ces crises en même temps et aborder ces 3 questions d'inégalité de femmes et de lutte anti-tabac. Je pense que c'est pour cela qu'on doit vraiment axer nos efforts sur le niveau des Nations unies, parce que les Nations unies, c'est un endroit où nous pouvons accélérer nos efforts. C'est un forum où nous pouvons vraiment faire entendre nos voix pour 193 pays membres en même temps. Ensuite, le défi de la fertilisation croisée, c'est-à-dire les mouvements de droits des femmes, le mouvement anti-tabac, ce sont des mouvements qu'il faut rassembler avec une fertilisation croisée. Ensuite, trouver des points d'action communs entre les droits humains et des femmes et les événements de l'ONU. Et on ne peut pas trouver ces points en commun, sauf si on commence à avoir des dialogues plus constructifs, plus délibérés, et aussi utiliser plusieurs mécanismes de redevabilité. Évidemment, du côté des droits de la personne, on a des approches très stratégiques, mais il y a aussi d'autres qu'on pourrait appliquer, que je vais décrire dans quelques instants. Premièrement, pour la commission de la condition de la femme, c'est la commission qui supervise la mise en œuvre des dispositions de la CEDA et la mise en œuvre de la CEDA. 25 ans plus tard, nous continuons par le biais du CSW de passer en revue ces 12 domaines critiques, la santé, pas uniquement la santé sexuelle et reproductive, mais aussi les maladies non transmissibles et le tabagisme. Ce qui se passera maintenant et jusqu'au 25 mars, c'est formidable. Nous avons des milliers de participants. Si on ajoute tous les événements des Nations unies, il y aura quelque chose comme 825 événements différents. Le thème prioritaire est la participation politique liée à la violence à l'égard des femmes. Et cela ne concerne pas uniquement la participation politique au niveau des décideurs politiques, mais toute forme de participation politique. Et au centre de cela, les femmes doivent être vraiment le point prioritaire avec ces 25 000 participants, 850 événements, comme Laura l'a dit au début. C'est un forum ouvert et je suis désolée de dire qu'il fallait arrêter la liste à 25 000 participants.
Mais si cela vous intéresse, si vous voulez participer à des événements en parallèle, il faut donc contacter les organisateurs maintenant, mais beaucoup de ces événements seront enregistrés et affichés sur YouTube. En plus, les événements officiels seront également dans les archives des Nations Unies. Vous pouvez voir la séance d'ouverture, par exemple, et d'autres événements en parallèle qui sont également enregistrés. En plus de Beijing plus 25, ce que nous avons fêté l'an dernier, il y a aussi ce qu'on appelle le Forum Génération Égalité Beijing plus 25. Je vais expliquer cela parce que je crois qu'il s'agit d'occasions tout à fait uniques. Le Mexique et la France sont des coparrains du Forum Génération Égalité. Et c'est une occasion à ne pas manquer. Il y aura un événement virtuel le 29 au 31 mars, organisé par le Mexique, et ensuite le 29 juin jusqu'au 2 juillet, une autre réunion virtuelle organisée par la France. Premièrement, pourquoi ce forum Génération Égalité? Eh bien, c'est une tentative délibérée d'intégrer davantage les groupes des jeunes, les jeunes femmes et aussi les jeunes hommes, et d'intégrer leur voix dans ces actions. Donc, nous voulons établir un pont entre les générations. Nous avons 6 coalitions d'action qui sont basées sur 6 thèmes qui sont reliés à ces 12 domaines d'activité d'intervention de Beijing 25. Ce n'est pas aussi étroit qu'on pourrait penser. La violence à l'encontre des femmes, justice économique, autonomie corporelle et santé et droits sexuels et reproductifs, justice climatique, technologie et innovation et les mouvements féministes. Au sein de ces coalitions d'action, nous aurons des représentants de la société civile, des États membres, des groupes de philanthropie et dans une certaine mesure le secteur privé et aussi des organisations internationales, y compris les Nations Unies. Ce qui est unique, c'est que ces coalitions ne vont pas exister au sein de l'espace onusien. Elles seront séparées de l'espace onusien, mais il y aura des cibles précises qui seront bien financées par les États membres et toutes les autres parties prenantes, les bailleurs de fonds. Mais on va rendre compte et établir des rapports par rapport à ce programme des Nations Unies. Donc, c'est intéressant d'enlever cela de cet espace avec ces nouveaux partenariats et ensuite de réintégrer cela dans l'espace de nouveau, dans cet espace de nouveau. Mais il y a de la place ici pour toutes les organisations qui sont les parrains aujourd'hui, évidemment sur les droits reproductifs et sexuels. C'est un sujet qui concerne tout sujet qui nous concerne, mais c'est aussi lié à la justice économique. Je crois que c'est également lié à la violence à l'égard des femmes aussi. Le forum politique de haut niveau qui doit contrôler les progrès en matière d'ODD, d'objectifs de développement durable. Et il y a 9 groupes principaux. L'Alliance des femmes, mon organisation, appartient à 2 de ces groupes. Vous pouvez adhérer à tous ces groupes et ce sont des espaces ouverts. C'est différent de l'espace normal des Nations Unies. Ceci est découlé du processus européen. On voulait avoir un espace pour les ONG non accréditées et même les individus. Si vous n'êtes pas ONG, mais vous êtes expert et vous voulez être membre de l'un de ces groupes, vous pouvez aller en ligne pour le forum politique de haut niveau et vous pouvez vous inscrire sur la liste. Nous créons donc, ou cherchons à créer une voix collective et nous produisons un document collectif, normalement avec une version plus longue et une version courte qui est présenté par le représentant des États membres lors du forum. C'est un endroit où nous pouvons travailler plus précisément sur l'objectif 3, la santé, mais aussi l'objectif 5, égalité des sexes, et objectif 11, les villes, ce qui est bien parce que beaucoup d'entre vous travaillent avec l'initiative de l'OMS pour les villes. Et aussi,
Si vous voyez toute la liste de ces objectifs, vous allez voir qu'il y a un rôle à jouer avec tous ces objectifs. Si je reprends l'objectif 3, la question que je me pose toujours est de savoir combien de gouvernements fournissent des statistiques ou des rapports par rapport au progrès en matière de santé et ODD. Est-ce que nous examinons les rapports nationaux? Il y a ce qu'on appelle les RNV, les revues nationales volontaires. On a eu quelques-unes cette année, mais est-ce que nous examinons et analysons, est-ce que nous travaillons avec ces pays avant qu'ils ne viennent au forum politique de haut niveau pour voir qui donne des résultats ou des statistiques par rapport à cet objectif? Je ne vais pas vraiment parler de la conférence parce que cela a été reporté jusqu'au mois de novembre et je pense que nous allons peut-être discuter de ça davantage dans le débat après. Mais il y aura une occasion aussi de travailler en lien avec le climat. Nous avons de grandes organisations qui convoquent les groupes de femmes à l'occasion des négociations pour la convention climatique. Mais je pense que ces questions mondiales liées au climat sont aussi reliées au travail que nous essayons de faire ici. Voilà mes recommandations préférées liées à cet événement précis, d'avoir des données, améliorer les données pour rendre l'invisible visible et ne laisser personne de côté. Veiller à ce que rien sur nous, sans nous, et participation et leadership diversifié, par exemple les campagnes de IEC, c'est quelque chose que nous ne faisons pas suffisamment. Les femmes ne sont pas tous homogènes. Il faut être axé sur les régions, sur les communautés et demander à ces femmes ce qui pourrait les aider. Bon, j'ai dit des choses qui sont tout à fait évidentes, donc désolé si je me répète, mais je voulais simplement souligner, regrouper ces divers aspects. Ensuite, augmenter le soutien financier. C'est un développement intéressant que nous voyons au sein des coalitions d'action. Nous appelons aux bailleurs de fonds et aux États membres de financer certaines coalitions et c'est pour cela que le mouvement anti-tabagisme devrait aussi profiter. Ce n'est pas un financement typique pour les ONG, c'est un financement pour faire en sorte que les politiques féministes que nous voyons sont financées et soutenues. Et finalement, établir des partenariats plus solides. On a parlé des liens avec les droits de la personne et la lutte anti-tabac, mais aussi le domaine de la santé et différentes agences des Nations Unies qui travaillent sur des aspects liés au dépassé, les zones rurales, etc. Merci. Et merci, Sun Young. Et pour répondre aux questions liées au nombre de pays qui vont atteindre les cibles de réduction de certaines régions, mais beaucoup de régions ne vont pas pouvoir atteindre cet objectif. Donc, il y a toujours beaucoup d'efforts à déployer. Maintenant, nous avons le professeur Daniel Thomas, cardiologue et vice-président des données de la France sur le tabagisme et les femmes en France. Le professeur Thomas, à vous la parole. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à tous. Je vous propose de vous présenter des données spécifiques concernant l'évolution du tabagisme des femmes en France et les conséquences sanitaires de cette évolution. Alors, nous avons eu en France, depuis 1980, une augmentation globalement des fumeurs en France, mais on peut voir qu'il y a un contraste entre une diminution relativement faible, mais quand même de 6% des hommes fumeurs, contre une augmentation de 75% de femmes fumeuses, ce qui fait un ratio femmes-hommes qui est passé de 1980 à 2012 de 44% à 92%. En Europe, s'il y a des pays où il y a plus d'hommes qui fument qu'en France, par contre, nous sommes les champions d'Europe en prévalence de tabagisme quotidien féminin, à autour de 25% si on compte également les fumeuses intermittentes.
Alors, cette évolution est très contrastée par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays européens et je vous ai mis ici la comparaison entre le Royaume-Uni et la France. Vous voyez qu'au Royaume-Uni, en 1980, puis en 2012, il y a une baisse respectivement relativement identique pour les hommes et pour les femmes, alors qu'en France, vous voyez une augmentation du tabagisme féminin de 9 points. Alors, quelle est la conséquence de cette évolution? Eh bien, tout d'abord, sur la mortalité attribuable au tabac, qui a augmenté de façon considérable chez les femmes. Vous voyez ici, entre 1980 et 2010, on est passé de 1% de décès à 7,% de décès attribuables au tabac chez les femmes, alors que la situation a légèrement amélioré chez les hommes. Et si on regarde les femmes seulement qui ont moins de 70 ans, c'est encore pire puisque l'on est passé de 1,7% de décès attribuables au tabac à 15%, c'est-à-dire multiplié par 9. Et cette tendance se poursuit. Les dernières données dont nous disposons, qui comparent l'année 2000 avec l'année 2014, montrent également chez les femmes de moins de 65 ans une augmentation pratiquement le doublement de 7,8 à 13,3% de décès attribuables au tabac. Alors, nous avons eu, après une augmentation très importante entre 1970 et 2000 de la prévalence, on a eu une stabilité relative, tant chez les hommes que chez les femmes. Et puis, fort heureusement, ces 3 dernières années, une diminution très sensible de 6 points du tabagisme, tant masculin que féminin. Mais vous voyez que néanmoins, il reste une prévalence importante de tabagisme féminin, autour de 20% de fumeuses quotidiennes. D'autre part, cette baisse que l'on a vue ces dernières années est relative puisqu'elle est très contrastée en fonction de l'âge. Autant il y a une baisse dans les populations les plus jeunes, de 18 ans à 45 ans, et qui se manifeste depuis l'année 2000, autant on a une augmentation persistante de la prévalence du tabagisme chez les femmes et les hommes, mais en particulier les femmes, de plus de 45 ans. Alors, la traduction donc, de mortalité, on l'a vu, la traduction de morbidité est également forte, avec une conséquence sur l'incidence de l'infarctus du myocarde. Et vous voyez en particulier une augmentation de 5% des hospitalisations pour infarctus du myocarde chez les femmes de 45 à 65 ans. Augmentation également du risque d'accident vasculaire cérébral, avec entre 1985 et 2011 un doublement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques chez les femmes de moins de 55 ans. Conséquence également sur la pathologie vasculaire aortique, avec pour l'anévrisme de l'aorte abdominale, une augmentation de 3% par an d'anévrisme de l'aorte abdominale chez les femmes jeunes de 55 à 64 ans. Et pour la dissection aortique, une augmentation de dissection aortique, de ces diagnostics de dissection aortique, également de l'ordre de 3% de plus par an. Et puis, il n'y a pas que les pathologies vasculaires, on a vu également une augmentation des cancers du poumon, en particulier chez les femmes donc, de plus de 45 ans dans toutes les tranches d'âge et maximale pour les femmes de 55 à 64 ans. Et en France, comme dans d'autres pays où le tabagisme avait augmenté, le cancer du poumon fait plus de morts chez les femmes que le cancer du sein, en tout cas en France chez les femmes de 55 à 75 ans. Et enfin, une augmentation également des pathologies bronchopulmonaires type BPCO, avec une augmentation dans toutes les tranches d'âge, maximale également entre 55 et 65 ans. Et vous voyez que cette augmentation des hospitalisations pour exacerbation de BPCO est 2 à 3 fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Alors certes, nous avons un espoir, c'est que
les enquêtes que nous faisons régulièrement en France tous les 3 ans chez les adolescents à l'âge de 17 ans, depuis l'an 2000, ont montré depuis 2014 une baisse de 9 points de l'expérimentation du tabac et une baisse de 7 points des fumeurs quotidiens, et avec une baisse qui est sensiblement plus marquée chez les filles que chez les garçons. Mais vous voyez que globalement, il reste un pourcentage de fumeurs quotidiens à 17 ans qui est très important, qui est à 25% encore en France. En résumé, le tabagisme en France a considérablement augmenté chez les femmes depuis les années 70 et cette tendance est propre à notre pays en Europe. Les résultats de cette tendance, ça a été, on l'a vu, une augmentation très importante des décès attribuables au tabac chez les femmes de moins de 65 ans, donc chez les femmes jeunes, et une évolution qui se poursuit encore avec un doublement de ces décès depuis l'an 2000. La conséquence a également été une augmentation spectaculaire de la morbidité de l'infarctus du myocarde, cancer du poumon et de la BPCO. Et malgré une tendance plus favorable de la prévalence du tabagisme chez les femmes les plus jeunes et chez les adolescentes, le niveau élevé actuel persistant de tabagisme dans toutes les tranches d'âge suggère que le fardeau de ces maladies va continuer à augmenter dans les années à venir. Alors, je voulais finir en vous exprimant, comme cela a été dit tout à l'heure par Kedze, c'est que nous devons aussi en France lutter contre les offensives directes, indirectes, voire subliminales de l'industrie du tabac pour cibler spécifiquement les femmes. Avec, sous prétexte de publicité pour des grandes marques de parfums, de vêtements, des actrices internationales françaises, dont la célèbre Catherine Deneuve, qui est volontiers vécue en France comme un symbole de féminité et de liberté qu'elle exprime, ce qui est bien entendu tout le contraire de ce que représente le tabac. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Thomas. Nous aurons un peu de temps pour les questions et réponses. Veuillez noter que pour ceux qui s'intéressent au Forum Génération Égalité, le Dr Young a inscrit ces informations dans la boîte à discussion chat. Et comme je l'ai dit, si vous vous intéressez à participer au Forum CSW, pour la plateforme ONG, comme vous avez dit, il y a une liste d'attente assez longue, mais vous pouvez toujours essayer de vous inscrire. Vous aurez des informations dans un email de suivi. Donc, on passe tout de suite à la partie questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées. La première question, c'est pour Sun Young. Et c'est sur la question de violence sexiste, sexospécifique. Et Baldo demande, je me demande toujours si les tactiques de tabou peuvent être une forme de promouvoir la violence à l'égard des femmes parce que ces grandes sociétés souvent viennent d'une perspective patriarcale et ont coopté dans une certaine mesure le mouvement féministe. Et il y a certaines analogies que nous pouvons tirer entre le tabac et la violence à l'égard des femmes. Comment est-ce qu'on pourrait promouvoir cette idée comment est-ce qu'on pourrait éliminer cette idée de tabac et de machisme? Oui, merci. Un groupe de femmes de l'Amérique latine dans une conférence, du Cambodge, pardon, on dit que la publicité du tabac est une forme de violence à l'égard des femmes, dans ce sens où ceci donne des fausses informations et un contenu des informations inappropriées. Et donc, du coup, il s'agit d'une violation des droits de la personne. Pour moi, je pense que ce que vous exprimez ici, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous ne voyons pas une grande convergence, même entre les initiatives Ville saine ou le mouvement de santé de manière générale avec le mouvement anti-tabac pour faire ce lien ou faire ce pont de droits des femmes. Je pense que c'est le défi qu'il faut relever. Oui, et ce que nous avons noté, une tendance actuelle, c'est que même l'industrie du tabac essaie de cadrer ces questions comme étant
et de se montrer comme une industrie qui appuie les femmes. Les producteurs de tabac, par exemple, dit que le fait d'arrêter de fumer va avoir des effets néfastes sur l'emploi des femmes. Et Barlina Nevova a posé la question, Velina Barova, pardon, a posé une question sur l'importance de ne pas accepter les fonds de l'industrie du tabac, donc pour les ONG ou les groupes qui travaillent pour lutter contre le tabagisme. Oui, est-ce que je pourrais parler de ces questions de violence à l'égard des femmes? Oui. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec les domestiques, par exemple, qui mâchent le tabac et beaucoup ont dit que lorsqu'ils rentrent ou lorsque le mari rentre le soir, il demande de l'argent pour acheter les cigarettes et la femme a très peu d'argent. Et si elle ne lui donne pas de l'argent, le mari va la répudier. Donc, elle est obligée. Donc, il y a aussi cet aspect que même l'incidence, la prévalence du tabagisme augmente également en corrélation avec la violence. Oui, est-ce que vous aimeriez parler de l'importance pour les groupes féministes de ne pas accepter le financement de l'industrie du tabac? Malheureusement, il semble que c'est une tendance. En France, par exemple, le nombre de groupes de femmes qui ont reçu de l'argent de l'industrie du tabac, et Cassie a aussi évoqué cela dans son intervention. Personne ne veut aborder la question? Sinon, je passe à une autre question qui a été posée. Il y a certains rapports qui suggèrent que les femmes ont plus de mal pour quitter ou pour arrêter de fumer et certains disent que c'est à cause des problèmes de métabolisme. Donc, est-ce que le professeur Thomas, est-ce que vous voulez aborder cette question que la dépendance nicotine est plus problématique pour les femmes et est-ce que c'est correct que c'est un problème de métabolisme? Alors, ça peut être un problème de métabolisme qui pourrait être lié au statut hormonal de la femme avec un métabolisme de la nicotine qui est plus actif et qui fait qu'elles ont plus tendance à consommer et donc à devenir dépendantes du tabac. Ça, c'est un aspect des choses qui peut expliquer en partie cette difficulté. L'autre difficulté, c'est la situation, disons, psychologique par rapport au tabac et avec une façon d'utiliser le tabac qui est plus utilisée chez les femmes pour lutter contre le stress, contre ce stress qui est combiné par l'activité à la fois professionnelle et familiale et qui est plus importante sensiblement chez les femmes. Et puis, il y a peut-être des mécanismes plus intimes au niveau cérébral qui sont en train d'être étudiés par les fondamentalistes pour expliquer cette difficulté. Et c'est vrai que globalement, on a plus de difficultés à faire arrêter les femmes, que ce soit avec ou sans les aides à l'arrêt du tabac, en sachant qu'il y a des études divergentes sur ce point. Voilà, donc c'est vrai que globalement, c'est une attention plus particulière qu'on doit apporter peut-être aux femmes pour les aider et qu'elles se fassent plus volontiers accompagner dans le sevrage tabagique. Merci, professeur Thomas. I have a question and maybe Patricia before you. Merci. Une question pour Tricia qui va partir peut-être ce que vous avez dit par rapport à l'article 4,2 de la CECLAT, Convention cadre sur la lutte anti-tabac, pour prendre en compte les risques liés au genre en développant les stratégies. Quels seront vos conseils et qu'est-ce qu'il faut faire en tant que militant et dans notre plaidoyer, quelles sont les premières étapes qu'il faut faire en tant qu'ONG et société civile pour convaincre les États? Merci, Laurent. Je dirais que l'aspect le plus important, c'est, en tant que société civile, c'est d'appliquer de la pression auprès des gouvernements. Ce paragraphe sur le genre est intégré dans le paragraphe global dans le traité qui parle de la volonté politique. Ce n'est pas par hasard, c'était délibéré pour que les gouvernements aient la volonté politique pour
promouvoir la lutte anti-tabac et respecter leurs engagements sous la Convention est déjà difficile, mais ensuite de mettre l'accent particulier sur les risques liés au genre et de produire des informations désagrégées sur le plan genre, comme nous venons de voir avec les tendances en France, c'est crucial et la seule façon d'obtenir ces données, c'est d'appliquer plutôt la pression sur les États et les politiciens et ceux qui sont en position de prendre des décisions. Il faut renforcer les capacités et s'assurer à ce que nous présentons des informations à jour axées sur le genre sexospécifique, comme les informations que nous venons de voir de la France, et ceci de la manière la plus cohérente que nous pouvons faire et de continuer à appliquer la pression. C'est quelque chose que nous pouvons faire en tant que société civile. Il faut continuer donc de demander des données sexospécifiques. Nous ne voulons pas progresser généralement pour la sous-section de la population où les femmes fument à des taux élevés et qu'il n'y a pas de déclin chez les femmes. Il y a aussi le sujet d'utiliser des mécanismes de redevabilité multiples. Kelsey, Sun Yang l'a évoqué, Kelsey, vous en avez parlé un peu. Nous l'avons fait comme H en travaillant avec des partenaires autour du monde pour plusieurs pays. Est-ce que vous pouvez, je pense qu'il s'agit d'une opportunité très unique de vraiment défendre cette approche du gouvernement entier, aussi une approche société civile entière. Quelles seraient les recommandations que vous donneriez aux participants quant à comment s'engager à ce processus et travailler autour de CEDAW pour vraiment faire avancer le contrôle du tabac? Tout à fait, il y a beaucoup de débouchés autour de CEDAW et d'autres mécanismes internationaux. Numéro 1, avec CEDAW, chaque pays qui est signataire, qui a ratifié CEDAW, a l'obligation de rendre compte tous les 5 ans. C'est un cycle en rotation. Alors, quand c'est le tour de votre pays, il est essentiel de faire en sorte que le tabac soit dans le rapport du gouvernement, aussi bien que de soumettre un rapport parallèle produit par la société civile. Avec cela vient une opportunité pour une campagne de communication, une déclaration orale avec CEDAW, ce genre d'activité. Il y a aussi beaucoup d'opportunités uniques qui surgissent. Le bureau du haut-commissaire sur les droits de l'homme émet souvent un appel pour des contributions à différents sujets. À chaque moment que cela a trait à un sujet pertinent, nous essayons de soumettre une lettre. Vous pouvez rejoindre notre listserv, nous serions ravis de le partager et nous serions ravis de vous encourager de prendre votre propre initiative et de le faire vous-même si vous aimeriez le faire. Merci, Kelsey. Mira, j'ai une question pour vous. Votre présentation était très claire, que les femmes qui travaillent sur les BD veulent sortir de ce domaine, mais elles sont analphabètes et donc elles ont très peu d'occasions d'aller de l'avant. Que fait le gouvernement de l'Inde pour aider à cette transition si le gouvernement fait quelque chose? Et sinon, que devrait faire le gouvernement? Eh bien, je pense, vous savez, que le gouvernement, je ne peux pas dire en tant que tel ou ce que le gouvernement fait afin de changer la façon que ces femmes gagnent leur vie. Je pense que le gouvernement a élaboré plusieurs schémas pour bénéficier ces femmes, pour bénéficier à ces femmes. Mais je ne pense pas qu'il y ait un grand mouvement de la part du gouvernement de trouver une autre façon pour ces personnes de gagner leur vie. Je pense qu'il serait une erreur si nous n'impliquions pas les ouvrières BD elles-mêmes dans cette chaîne de gagne-pain. Vous avez vu les avantages qu'elles y voient. Dans la dernière réunion que nous avons tenue en Inde sur ce projet, j'ai entendu les femmes dire que maintenant, elles ont l'opportunité de renoncer à ce travail parce que leur mari a un meilleur travail. Mais vous savez, j'aimerais quand même continuer de gagner de l'argent. Alors, vous savez que c'est très difficile. C'est une proposition très difficile, vous savez. D'une part, les femmes ont été très désavantagées à cause de ce travail d'arrache-pied. Et d'autre part, il s'agit de leur propre argent d'une certaine façon. Ça a été très difficile. Je pense que le gouvernement a aussi des problèmes quant à comment remplacer cela.
Il y a des organisations qui ont trouvé tant d'alternatives. Par exemple, créer des poppers. Il s'agit de ces frites ou des chips que en fait, ils ont créé cette industrie et les femmes ont dit non, 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 je ne peux pas faire cela. Travailler dans le BD, c'est beaucoup mieux. Je peux aider mon enfant s'il a besoin de manger. Il n'y a pas d'autre emploi qui me permet de faire ça. Nous avons tous ressenti que pendant ce travail virtuel, nous sommes comme des ouvrières BD parce que nous faisons tant de travail chez nous. Alors, il y a vraiment ces questions de fertilisation croisée qui est critique. Et quand on parle de l'article 17 de l'FCTC et ou la CCLAT et le droit à l'éducation pour les femmes, il y a tout un nombre de droits qui sont affectés qu'il faut prendre en compte. Cela aussi est la responsabilité du gouvernement. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons 70% des femmes qui peuvent écrire et lire. L'éducation chez les femmes s'est améliorée. Mais il y a tant de problèmes, vous savez, auxquels les femmes sont confrontées. Mais oui, tout à fait. Mais je pense que je vois qu'il y a une question de Ahmed. Je vais passer à d'autres questions rapidement. Il y a plus de 150 personnes qui participent. Je vais quand même rallonger un peu le temps. Pour la France, du professeur Thomas, en ce qui concerne la France, l'utilisation ou le tabagisme des femmes en France, qu'est-ce qui explique la montée dans le tabagisme depuis 1980? Est-ce que c'est juste la conséquence des annonces et des médias? Et qu'est-ce qui expliquerait la différence pour ceux qui ont moins de 45 ans? Professeur Thomas? Alors, l'augmentation du tabagisme chez les femmes en France a correspondu après les événements de 1968, dont vous avez entendu parler en France, qui ont été très violents et qui ont libéré les femmes. En fait, une liberté qui n'est pas une liberté et qui fait qu'elles ont voulu faire comme les hommes. Et bien sûr, il y a eu également les offensives dans l'industrie du tabac qui en ont profité, mais il y avait déjà plus de possibilités de publicité déjà à l'époque. Donc, je pense que c'est surtout effectivement cette tendance de libératrice que les femmes ont pensé être plus à même de fumer. Et en fait, la différence actuelle entre les femmes de moins de 45 ans et plus de 45 ans correspond au fait que celles qui ont commencé à fumer dans les années 70 ou 80 sont celles qui restent fumeuses actuellement à 45, 50, 60 ans. Par contre, dans les générations les plus jeunes, le tabagisme en France tend à devenir, comme on dit en France, ringard, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, c'est-à-dire que c'est désuet, c'est obsolète, le tabac n'est plus à la mode. Hein. Et par contre, alors j'ai vu qu'il y avait une autre question concernant le vapotage en France. Alors, il y a une différence quand même très importante avec les États-Unis, c'est que les adolescents en France ont beaucoup expérimenté la vape. Par contre, assez peu l'ont adopté. Donc, on n'a pas en France cette crainte aussi importante que celle qui est vécue aux États-Unis concernant la possibilité d'entrer en tabagisme par le vapotage. Ça n'apparaît pas dans les études françaises et nous sommes sur ce point-là, dans l'immédiat au moins, plutôt rassurés. Maintenant, il faut être vigilant et il faut que toute la réglementation autour du vapotage soit particulièrement stricte et que, en l'occurrence, les jeunes ne puissent pas y avoir accès. Et d'autre part, les jeunes qui vapotent sont en très, très, très grande majorité des fumeurs déjà. Donc, ce sont beaucoup de jeunes qui essayent, d'une façon ou d'une autre, de sortir du tabac déjà avec le vapotage. Merci, merci pour cette réponse. Now, in order I'll ask the last question. La dernière question vient de Amitia Yadab. Je pense que c'est une question très importante et peut-être que tous les panélistes pourront y répondre. Comment inclure les approches axées sur le genre, les droits de l'homme, sous les programmes nationaux de contrôle du tabac? Quelles seraient vos recommandations? Qu'est-ce que nous devrions faire? S'il vous plaît, l'un quelconque des panélistes. Une chose que je dirais très importante est la diapo intersectionnelle que j'ai montrée. Il faut être sûr d'illustrer comment ces éléments fonctionnent ensemble.
Les programmes nationaux du contrôle du tabac n'ont pas souvent, ou souvent n'ont pas des données axées sur le genre. Il faut se concentrer sur cet aspect. Il faut se concentrer sur les aspects ou les éléments qui affectent le tabagisme chez les femmes. Il faut comprendre ce que cela est dans chaque pays, mais la cessation pourrait être différente. Peut-être que les textos fonctionnent mieux pour les femmes. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors, je pense que la première action, c'est vraiment les données. Puis-je dire un mot? Sun Young et puis Mira, puis à vous. Oui, c'est mes derniers mots. Je pense vraiment que je n'ai pas vraiment mis l'accent suffisamment sur quelque chose qui me tient à cœur. Les communications sur le contrôle du tabac manquent 50% des droits pour les femmes. C'est la fumée passive, la fumée secondaire. Nous nous concentrons sur le médecin, vous demande, vous êtes enceinte, est-ce que vous fumez? On ne demande pas est-ce que vous êtes exposé au tabac et à la fumée passive chez vous ou au travail. Et c'est une erreur parce que les droits des femmes à un environnement de travail sûr et sain pour les femmes, cela comprend le travail non rémunéré à la maison. La maison, le foyer fait partie de son environnement du travail. Il faut travailler à ce niveau sur cet aspect de la fumée passive. La majorité des décès vient de l'exposition à cette femme passive. En fait, il y a une opportunité de faire un commentaire au Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la question du logement équitable. Et cela nous donne l'opportunité donc de présenter de façon soigneuse, parce que nous comprenons que le logement est un problème pour beaucoup de pauvres, de leur présenter. C'est une opportunité que nous avons jusqu'au 31 avril. Et H va coordonner une réponse pour la société civile. Docteur Mira Agit, à vous, s'il vous plaît. En plus de ce que Kelsey a dit et de ce que Truyan a dit, ma doléance majeure, c'est que les politiques sont élaborées sans consulter les femmes. Les femmes doivent être consultées. Judith Maka disait toujours 50% de cet espace est occupé par les femmes. Pourquoi ne posons-nous pas les questions aux femmes? Les femmes doivent être présentes quand on élabore des politiques pour les femmes. Il y inclut la politique pour la cessation, pour cesser de fumer. Les politiques sont élaborées par les ne sont pas élaborées par les femmes, et puis on blâme les femmes. On ne travaille pas avec les femmes. Oh, qu'elles ne fonctionnent pas avec les femmes. Mais bien sûr qu'elles ne fonctionnent pas avec les femmes parce que les femmes ne sont pas impliquées dans le processus de l'élaboration de ces lois. Ça tombe du ciel un jour sur les femmes et les femmes ne comprennent pas la logique de cela. Merci. C'est vraiment une très bonne idée de la société civile d'assurer que les femmes soient présentes pour toutes les actions que nous prenons, que ce soit les événements, les webinaires. Voilà pourquoi c'est très important pour la conférence mondiale, pour assurer que nous ayons une représentation égale, pour qu'ils soient des intervenants, ainsi de suite, parce qu'il faut avoir cet équilibre. Et c'est un point très important, professeur Thomas. Oui, donc vous avez compris, compte tenu des données que je vous ai présentées, que le tabagisme féminin en France est une préoccupation prioritaire pour l'Alliance contre le tabac. Et nous allons, dans les semaines à venir, justement faire une communication spécifique sur ce sujet à large échelle au niveau national. Mais pour terminer, je pense que je suis très content que nous ayons pu échanger parce que, in fine, c'est la coopération internationale sur le sujet qui aura, je pense, le plus de poids parce que nous serons plus nombreux à évoquer ce problème et à lutter pour que le tabagisme des femmes régresse et en particulier aussi que dans les pays où elles ne sont pas encore fumeuses, l'industrie du tabac n'arrive pas à les faire devenir fumeuses. Absolument. Merci beaucoup. And I'll switch to English. And I think we have the Generation Equality Forum. Merci, le professeur Thomas. Nous avons le Forum Génération Égalité qui aura lieu en France, sera l'occasion idéale pour promouvoir ce travail anti-tabac en France, mais aussi nous travaillons en collaboration pour présenter un rapport à la CEDA avec l'appui de la communauté internationale, comme le professeur Thomas vient de dire, et ceci pourrait être un outil de plaidoyer très fort pour créer plus de synergie
pour le contrôle anti-tabac et la Convention sur l'élimination de la discrimination contre les femmes, parce que ceci aura un impact sur toutes les femmes, et non seulement les femmes, mais aussi les hommes aussi, donc toute la population. Malheureusement, je vois qu'on a dépassé notre temps. Je vois qu'il y avait plus de 100 personnes qui sont restées même après la fin de notre temps officiel. Donc, merci pour votre intérêt. Restez attentifs pour d'autres webinaires à l'avenir. Le prochain va être sur l'interférence de l'industrie du tabac. Et vous aurez recevoir des informations par rapport à ce webinaire et vous pouvez vous inscrire pour ces plateformes liées au genre et à l'égalité qui nous donnent une occasion d'avoir une fertilisation croisée. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les envoyer à l'organisation h.org et nous aurons un nouveau kit d'outils pour les militants, pour ceux qui sont des champions dans ce domaine et surtout les outils en temps de COVID. Donc, merci pour votre attention et votre participation. Et à la prochaine, nous allons avoir un webinaire. Donc, prochainement, un grand merci à nos conférenciers. C'était vraiment formidable et merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée, bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.